Vous savez, on a tendance à imaginer l'industrie automobile française comme une grande machine rationnelle où chaque décision est mûrement réfléchie. Et pourtant, parfois, au détour d'une décennie, un ingénieur, un patron visionnaire ou un service R&D un peu trop ambitieux décide de briser toutes les règles et se dit « Allez, on tente un truc de fou !» Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 moments où l'automobile française a frôlé le génie ou la folie. Numéro 5. Citroën Projet F. Moteurs expérimentaux. 1963-1967. On attaque ce top avec un projet qui aurait pu changer définitivement le paysage automobile français, mais qui a fini dans un tiroir recouvert de poussière et de regrets. Le Citroën Projet F, vous n'en avez probablement jamais vu un seul sur la route. Normal, il n'a jamais été commercialisé. Quand Citroën lance le Projet F au début des années 60, la marque est à un tournant. La 2 chevaux cartonne, la Mi 6 occupe le bas de gamme, la DS règne sur le haut de gamme. Et entre les deux, c'est le vide total. Un vide dangereux, parce que le marché des compacts devient le nouvel Eldorado européen. Le Projet F doit donc être la compacte parfaite, le modèle intermédiaire qui va compléter la gamme. Et Citroën ne fait pas les choses à moitié. 4 versions sont prévues, à savoir une version économique, avec un bicylindre 602 cm3 dérivé de la 2 chevaux et une suspension à barre de torsion, une version milieu de gamme, animée par un 4 cylindres à plat, refroidi par air d'environ 1130 cm3, une version familiale musclée, avec un moteur transversal 1985 cm3 dérivé de la DS, et la plus folle, un modèle haut de gamme équipé d'un moteur rotatif Wankel, d'une suspension hydropneumatique et de freins à disques assistés. Citroën va même jusqu'à créer une co-entreprise avec NSU pour produire ces mécaniques rotatives. C'est-à-dire à quel point la marque y croyait. Les prototypes AP1, AP2 et AP3 défilent. 602 cm3 d'AMI 6 ici, 1130 cm3 refroidis par air là, un 950 cm3 Fiat pour tester les architectures. Citroën expérimente tout. Et derrière les planches à dessin, on retrouve d'abord Flaminio Bertoni, puis Robert Opron après la mort du maître. Pendant ce projet, le Projet F accumule les innovations. Un haillon 5 portes, avant même la Renault 16, sous un panneau de verre, comme la future SM, des portes soudées au toit, puis un tableau de bord futuriste préfigurant la CX. Malheureusement, les versions à barre de torsion et hydropneumatique n'ont même pas la même longueur. Et pour couronner le tout, Renault lance la R16, très proche dans l'idée. Le 14 avril 1967, le Projet F est officiellement abandonné. Des millions de francs partent en fumée. Pire encore, cette erreur stratégique contribuera quelques années plus tard à la grande crise qui mènera au rachat par Peugeot. Passons maintenant au numéro 4 qui, vous allez le voir, est encore plus inattendu. Numéro 4, DS e-Tense, 2016. Quand elle est dévoilée au Salon de Genève 2016, DS sort l'artillerie lourde. Un coupé électrique de 4,72 m, tout en fibre de carbone, 2 moteurs électriques, 402 chevaux, 516 Nm, un 0 à 100 en 4,5 secondes et surtout une vitesse de pointe à de 250 km/h. À l'époque, la Tesla Model S P90D vient à peine de propulser l'idée du Ludicrous Mode. DS, eux, arrive avec une sorte de GT silencieuse, taillée comme un concept car sorti d'un film de science-fiction. Et attention, ce n'était pas un show-car statique. Cette e-Tense roulait. En avril 2016, elle circule dans Paris aux côtés de la monoplace de Formule E DS Virgin. Ce qui rend ce projet fou, ce n'est pas seulement la fiche technique, c'est l'obsession du luxe français. Planche de bord en acier façonné, console en aluminium guilloché, cuir patiné main, montre BRM intégrée, mallette Moana, système audio focal Utopia, 3 écrans dont un qui remplace le rétroviseur. On n'était plus dans l'automobile, on était dans la haute couture mécanique. Et bien sûr, elle avait son lot d'innovations délirantes. Des feux avant pivotant à 180 degrés, DS Active LED Vision, des feux arrière à écailles, un châssis monocoque carbone emprunté à la compétition et des pneus Michelin développés spécialement pour elle. Autonomie annoncée, 360 km en ville, 310 km en mixte. Alors pourquoi un concept aussi abouti n'a jamais vu le jour en série ? 3 raisons simples. Première raison, le coût. Tout était hors norme.
une DS e-Tense de série aurait coûté le prix d'une supercar. Deuxième raison, le marché n'était pas prêt. DS n'avait ni l'image, ni le réseau, ni la clientèle d'Audi ou de Tesla pour une GT électrique haut de gamme. Troisième raison, l'objectif réel n'était pas la production, mais la démonstration. Ce concept devait servir de laboratoire pour les futures DS e-Tense et prouver que la France pouvait produire une électrique premium crédible. Et mission accomplie. Elle décroche même le Grand Prix RTL Auto Plus du meilleur concept car et remporte le concours d'élégance de Chantilly. Voilà pourquoi elle mérite sa place dans ce classement. Avant de passer au suivant, pensez à liker la vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Numéro 3, Citroën GT by Citroën, 2008. Cette voiture, à l'origine, n'aurait jamais dû exister dans la réalité. C'est littéralement une supercar née dans un jeu vidéo Gran Turismo imaginé par deux amis d'enfance. Takumi Yamamoto, designer chez Citroën, et Kazunori Yamauchi, le créateur du jeu. D'ailleurs, on en a parlé dans notre vidéo sur les 10 concept cars de Citroën qui n'ont jamais vu la route. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder. Ce concept est un rêve de gamer qui, par un alignement cosmique absolument improbable, finit par se matérialiser dans la vraie vie. Citroën décide de construire une supercar pour de vrai en seulement 8 mois pour l'exposer au Mondial de Paris 2008. Déjà, rien que ça, c'est un exploit. Sauf que dans Gran Turismo, la GT fonctionnait grâce à une pile à combustible futuriste alimentant 4 moteurs électriques pour 789 chevaux. Dans la vraie vie, impossible. Il fallait quelque chose de crédible, et Citroën ne disposait d'aucun moteur capable d'alimenter une hypercar. Alors la marque fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Allez chercher le V8 5 litres 4 Triton de 640 chevaux chez Ford, celui de la Ford GT. Mais avec seulement 1400 kg, soit 145 kg de moins que la Ford GT, la GT by Citroën promettait une vitesse de pointe de 330 km/h. C'est à ce moment précis que le projet cesse d'être un simple concept sympa pour devenir un véritable fantasme d'ingénieur. Son design est totalement décomplexé. 4,96 m de long, 2,08 m de large, 1,09 m de haut. Un coup de sabre visuel, une voiture qui semble flotter à quelques centimètres du sol, avec un arrière-façon vaisseau spatial. Aucune référence historique. Citroën n'avait jamais produit de supercar. Et ça se voit. Le public en devient fou. Sur le stand du Mondial 2008, la GT crée un attroupement permanent. Les journalistes spéculent et le New York Times évoque même une production limitée. On parle de 6 exemplaires, vendus environ 1,6 million d'euros, soit 2,1 millions de dollars chacun. Les fans y croient, les ingénieurs aussi. La réalité, vous la connaissez. La crise des subprimes frappe, les budgets fondent, Citroën prépare la future gamme DS. Et les obstacles techniques s'accumulent. Un moteur fort difficile à homologuer, une production entièrement artisanale à sous-traiter, un marché incertain. Bref, le rêve s'évapore. Bilan, aucun exemplaire produit. Juste un prototype roulant, aujourd'hui conservé précieusement au conservatoire Citroën. Et un chef-d'œuvre virtuel. Numéro 2, Peugeot 907, V12 atmosphérique, 2004. C'est sans doute l'un des projets les plus démesurés, les plus ambitieux et les plus « qu'est-ce qu'il leur a pris, bordel ?» que l'automobile française ait jamais osé. Quand Peugeot dévoile la 907 au Mondial de l'Auto 2004, le public retient son souffle. Son capot interminable, son museau affûté façon prédateur, sa carrosserie en carbone, on sent tout de suite que la marque a voulu envoyer un message. Nous aussi, on s'est fait rêver. Ce qui choque le plus, c'est ce qu'il y a sous le capot. Un V12. Un vrai V12 Peugeot. Un moteur fait maison, né dans une idée absolument folle de Gérard Welter, patron du style Peugeot et ingénieur jusqu'au bout des ongles. L'histoire raconte qu'à l'origine, Peugeot voulait utiliser un V10 Asiatech, utilisé en F1. Mais Welter, en voyant le bloc, a eu une idée complètement improbable. Mettre bout à bout 2 V6 maison pour créer le premier et dernier V12 Peugeot. Cela donnera un 6 litres de cylindrée, 500 chevaux, une position centrale avant et une architecture de propulsion avec une boîte séquentielle transaxale. Sur le papier, la 907 peut atteindre les 300 km/h. Mais alors, pourquoi n'a-t-elle jamais été produite ? Parce que Peugeot a fait du Peugeot. La direction prudente, réaliste ou frileuse, selon le point de vue, a tranché net. À l'époque, Audi venait de faire l'inverse. Son concept Le Mans Quattro allait donner naissance à la R8. Chez Peugeot, non, le rêve restera un rêve. Et même si elle n'a jamais dépassé le stade du prototype, elle reste une pièce absolument unique dans l'histoire de l'automobile française. Numéro 1, Renault Espace F1, moteur V10 Renault RS5, 1994. Là, on atteint le sommet absolu de la folie automobile française. Si vous pensiez avoir tout vu dans ce classement, accrochez-vous, parce que ce qui arrive maintenant n'a absolument aucun sens.
Et c'est justement pour ça que j'adore cette machine. En 1994, Renault célèbre 2 anniversaires. Les 10 ans de l'espace, le monospace familial qui a révolutionné la route, et les succès du V10 Renault en Formule 1, champion du monde avec Williams depuis 1992. Chez Renault et Matra, quelqu'un a un jour osé prononcer l'idée la plus absurde, ou la plus géniale, de la décennie. Et si on mettait un moteur de F1 dans l'espace ? Et comme souvent avec les idées complètement folles, tout le monde a dit oui. Résultat, l'espace F1. Un concept car jaune poussin, posé sur 4 roues de camion à seulement 4 places, et surtout avec un V10 3,5 litres de Formule 1 installé là où se trouve normalement la 3e rangée. Sous la carrosserie élargie et le carénage façon proto du Mans, on trouve un châssis en carbone dérivé de la F1, 4 freins en carbocéramique, une révolution pour un véhicule de salon, une boîte séquentielle et surtout 820 chevaux hurlant jusqu'à 14 000 tours minute. 0 à 200 km/h, 6,9 secondes. Vitesse de pointe, plus de 300 km/h. Et tout ça avec le centre de gravité d'un SUV et la carrosserie d'un monospace. Vous comprenez pourquoi même Alain Prost a dû serrer les dents lorsqu'il a piloté en 1995 sur le circuit de Manicourt. 2 exemplaires seulement existent, un modèle roulant, exposé aujourd'hui au musée Matra de Romorantin, et un modèle statique, conservé au musée de l'Aventure Peugeot, prêté par Renault. Pourquoi un tel projet ? Parce que Renault voulait frapper fort, montrer au monde que la marque maîtrisait tout, la F1, le sport, l'innovation, la folie, le fun. Et aussi parce que l'espace, lancé en 84, avec des années d'hésitation des constructeurs français, méritait un anniversaire à la hauteur de son impact. Les inconvénients ? Bien sûr qu'il y en a, le poids, le centre de gravité, l'impossibilité totale d'en faire une voiture exploitable, les chaleurs infernales, la consommation digne d'un lance-flamme. Mais honnêtement, quel autre pays aurait eu l'idée de transformer un monospace en voiture de Grand Prix ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous si elle vous a plu. Et si vous voulez être informé de nos nouvelles vidéos, pensez à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt dans le Garage Français.